Cette activité a lieu dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale qui se déroulent actuellement dans 12 régions du Québec. Ces journées sont rendues possibles grâce à l'appui financier du ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec. Cet événement est coordonné au Québec par l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, l'ACOSI. Elle s'inscrit aussi dans les activités d'engagement du public du programme de coopération volontaire du CECI et bénéficie du soutien financier du gouvernement du Canada par l'entremise d'Affaires mondiales Canada. Ce soir, vous assistez aux 3 premiers épisodes de balado qui sont faits dans le cadre d'un projet qui s'appelle « Elle et il voulaient changer le monde ». Le but est de connaître les parcours et de retracer les pas des personnes qui ont décidé, lors de leur étude universitaire ou même dans leur tout premier voyage, de vivre un moment spécial, de travailler sur des enjeux ou de s'ouvrir à la solidarité et à la coopération internationale. Dans le cadre de ce qui nous occupe ce soir, je suis vraiment privilégiée, je suis vraiment heureuse de retrouver 3 personnes qui ont pris part au premier séjour d'initiation à la coopération internationale en 2016. J'ai eu l'idée, en fait, de faire ce cours-là alors que j'étais au bac en enseignement au secondaire. En ma 3e année, on avait un cours qui s'appelait, je me rappelle plus, mais ce cours-là nous proposait un voyage en Adriatique. Ce voyage en Adriatique permettait, avec les étudiants, de visiter les lieux de l'Adriatique qui étaient des lieux historiques. Donc, et nous, comme étudiants, on pouvait voir l'histoire. C'était la première fois qu'on pouvait voir avec les monuments. Puis en plus, on était un groupe d'élèves, d'étudiants universitaires, et ce voyage-là a transformé ma vie en disant « Un jour, moi aussi, je vais faire ça ». 10 ans plus tard, presque jour pour jour, a né la création de ce cours-là qui a encore lieu aujourd'hui. L'année prochaine, on s'en va en Colombie, by the way. Donc, si jamais ça vous intéresse. Et ce cours-là, la première édition a été, bien sûr, en Haïti. Quand j'ai avisé l'université que je voulais partir en Haïti avec une 20aine d'étudiants, ça, puis leur annoncer que moi et 20 étudiants allaient se pitcher en bas du Bon-Jacques-Cartier, c'était la même chose. Donc, il a fallu faire beaucoup de choses pour que l'université accepte qu'on quitte. Et il a fallu des partenaires solides, comme le Carrefour de solidarité internationale qui nous a aidés. Puis, il a fallu encore plus qu'il y ait des gens aussi téméraires, courageux et engagés qui décident de s'inscrire à cette activité pédagogique, puis en plus qui payent pour y aller. Et ce fut, parmi ces 24 étudiants-là, aujourd'hui on en a 3, donc je vais leur demander de se présenter, chacun eux-mêmes au micro, puis de pouvoir nous dire peut-être à la fin de leur présentation pourquoi ils ont décidé d'embarquer dans cette aventure-là. Moi, c'est Philippe Simard. Moi, je suis chargé de cours à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke au 2e cycle. Donc, moi, j'enseigne des cours sur les négociations climatiques internationales. Donc, vous avez peut-être entendu parler des COP, la COP 28 qui va avoir lieu à Dubaï cette année. Bon, ben moi, j'enseigne des cours sur justement comment fonctionnent les négociations. Et puis, je suis aussi consultant pour une firme de relations publiques stratégiques à Montréal qui travaille sur les enjeux de lutte au changement climatique, réduction des inégalités sociales puis protection de la biodiversité. Donc, moi, c'est vraiment un champ, disons, un champ d'intérêt, d'expertise dans lequel je suis capable de vivre mes valeurs au quotidien, ce que j'aime beaucoup. Et pour répondre à la question de Marie-Ève du pourquoi, ben, je dirais que c'était absolument candide et naïf de me dire ça va être le fun d'aller en Haïti, en gang. Je veux dire, je n'avais pas cette compréhension-là du monde, la compréhension du concept de coopération internationale, c'est pas quelque chose que je connaissais. Donc, je suis allé vraiment là, candidement, n'ayant jamais vu c'était quoi les inégalités sociales, qu'est-ce que c'était la pauvreté et tout. Donc, je suis allé là, puis disons que ça a été comme rentrer dans un mur. Là. C'est comme une claque en pleine face en disant « OK, attends un peu, là, on est bien là chez nous, dans nos sociétés du Nord privilégiées. » Donc, la suite. Si je me trompe pas aussi, c'était comme ton cadeau de fin de baccalauréat de faire ça, parce que c'était ton dernier cours. Bien, c'est ça. C'était mon cours qui allait clore mon bac. Puis là, je suis allé voir Marie-Ève en lui disant écoutez, quel genre de cours je peux faire pour finir mon bac. Puis Marie-Ève me dit hey, viens-t'en en Haïti. Donc, je me suis dit OK, ouais, let's go, on va finir ça en force. En force. Donc, voilà. Merci. Bonjour, mon nom c'est Paul Évra, je suis directeur d'une organisation à Montréal, le Centre Lassalien Saint-Michel, qui vient en aide aux personnes nouvellement arrivées, les personnes vulnérables. Donc, c'est ce que je fais au quotidien.
Et au niveau de mon parcours universitaire, j'ai un MBA en gestion des entreprises ainsi qu'une maîtrise en développement international et action humanitaire. Puis je termine en ce moment une autre maîtrise en responsabilité sociale et environnementale des organisations, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Pourquoi j'ai été en Haïti? Candidement, la première fois que j'étais en Haïti, puis que je m'en souvenais, parce que je suis haïtien moi-même, mais j'ai grandi à 1 an en Haïti, donc je m'en souvenais pas, c'est après le tremblement de terre. Une semaine après le tremblement de terre, le premier malheureusement, j'étais allé faire de l'aide humanitaire, et à ce moment-là, je m'étais demandé comment je pourrais revenir dans ce pays-là, puis redonner beaucoup plus que la première fois que j'ai été. Et quand j'ai parlé à Marie-Ève, c'était la fin de mon bac aussi, puis qu'elle m'a dit qu'elle allait en Haïti. Et j'ai dit que ça va me faire plaisir d'embarquer dans ça, puis d'avoir d'autres notions. Parce que quand j'ai été dans le feu de l'action, tu apprends beaucoup, mais pas avec des notions universitaires. Donc là, ça m'a permis de venir camper avec des notions plus universitaires, une réalité que j'avais déjà vécue une première fois, puis une deuxième fois avec une équipe, puis dans un cadre beaucoup plus intéressant, j'ai envie de dire. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai été. Puis par la suite, j'ai continué à travailler dans l'humanitaire. J'étais directeur de la fondation de Didier Drogba en Côte d'Ivoire et à Londres, le joueur de foot pour ceux qui connaissent. Il y a eu des problématiques avec sa fondation. Il m'a demandé de venir faire un peu le ménage là-dedans. Puis qu'on était vraiment en éducation et en santé, donc création d'hôpitaux, création d'écoles. Donc, c'est un peu le parcours que j'ai eu. Et comme j'ai grandi à Montréal, à Saint-Michel, j'ai voulu retourner dans mon quartier. Et c'est pour ça que je suis au Centre national aujourd'hui. Cool. Donc, pour toi, redonner, c'est comme de ce que je vois, là, la trame narrative, c'est vraiment ça. Tout à fait. Mais moi, je suis né avec ma mère, forcément, comme tout le monde ici. Mais on était une famille très, très, très pauvre et on n'avait pas beaucoup de moyens. Puis ma mère m'a toujours dit, la seule chose que tu peux te donner avec ce qu'on a, c'est du temps. Fait que j'ai toujours donné du temps parce que c'est la seule chose que je pouvais donner. Fait que c'est resté ancré en moi, puis en mémoire de ce que j'ai vécu avec ma mère, ben, je continue à donner du temps. Oui, moi, c'est Rosalie Bolduc. Dans le fond, je suis chargée de projet au Carrefour de solidarité internationale. Je suis désolée pour mon retard. J'étais justement en rencontre avec le ministère des Relations internationales parce que mon partenaire principal, l'association Kilabo, sont en visite en ce moment. Je m'occupe principalement de nos projets au Mali, plus particulièrement en ce moment un projet qui s'appelle Junkolikene, qui est un projet là, en entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Là, on accompagne des gens qui veulent se lancer dans des initiatives entrepreneuriales pour essayer un peu de se sortir là, du cercle vicieux de la pauvreté. Je fais ça via là, mon partenaire, justement, que je dis, l'association Kilabo, qui est ici avec nous en ce moment. Moi, c'est ça, dans le fond, moi, c'est différent un peu. Moi, j'étais à ma première année de bac, dans le fond, là, quand j'étais allée en Haïti. J'étais allée parce que moi, j'ai toujours eu une curiosité pour le milieu. Le tremblement de terre en Haïti de 2010 m'avait beaucoup marqué. J'étais encore au secondaire à ce moment-là, mais voir autant de gens affectés, on en avait parlé beaucoup dans les médias, ça m'avait vraiment donné le goût de voir comment moi, je pouvais m'impliquer, je pouvais essayer un peu de participer un peu à cet effort-là de mondialisation, puis un peu essayer d'aider les gens, même si on n'était pas dans le même pays. Donc, dès que j'ai commencé mon bac, j'étais quand même intéressée là, par la coopération internationale. À l'époque, je ne savais pas trop qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça pouvait prendre comme forme pour moi. Donc, quand Marie-Ève avait lancé l'idée d'Haïti, je m'étais tout de suite lancée là, pour voir qu'est-ce que ça pouvait ressembler. Puis, j'avais visité un projet là, dans le fond du Carrefour de solidarité internationale, donc un projet à l'IRATAM. Puis ça m'avait vraiment donné le goût, justement, j'avais commencé à connaître un peu l'organisation, puis voir comment je pouvais vivre mes valeurs. Puis j'ai continué comme ça, j'ai fait le bac, et ensuite je suis allée à la maîtrise en gestion de l'action humanitaire du développement international pour pouvoir commencer à travailler au CSI. Là. Ça fait 3 ans, là, dans le fond, que je suis ici. Super. Donc, vous allez voir que ce soir, vous n'avez pas besoin de parler tout le temps juste à votre tour. On peut y aller vraiment sous forme de discussion. C'est Alexandre qui va tout monter après. Ça va être merveilleux. Donc, Je vais faire exprès. Prépare-toi. Donc, l'idée vraiment, c'est de travailler sous forme de discussion, puis justement d'y aller. Donc, vous pouvez très bien, vous n'avez pas besoin de lever la main, vous pouvez aussi parler. Fait que ma première question pour vous, parce que je vois qu'il y a quelque chose qui revient, puis on est dans le premier segment, c'est dans le segment, enfin, pourquoi vous avez commencé, pourquoi vous avez décidé d'y aller. Fait que moi, j'avais une première question, vous avez tout dit, bien, on est allé de façon candide. Donc, à l'époque, la solidarité internationale, pour vous, ça voulait dire quoi? Comme je dis, moi, j'étais très naïve. Là. Je rentrais au bac, dans le fond, tout candidement, un peu comme Philippe. Pour moi, à l'époque, honnêtement, j'avoue que la frontière entre coopération internationale et aide humanitaire était très floue. On entend beaucoup parler dans les médias des médecins du monde de ce monde, les Médecins sans frontières, la Croix-Rouge. Donc, pour moi, la coopération à ce moment-là, c'était ça.
En cheminant plus longtemps au bac, à la maîtrise, j'ai commencé à comprendre que ça pouvait prendre d'autres formes, comme celle qu'on vit là, au quotidien au CSI. Mais j'avoue qu'au début, moi, la frontière était très floue là, entre les deux. Là. Toi, au début, moi encore aujourd'hui, la solidarité internationale, ça reste flou encore pour moi. Donc, je n'ai pas besoin de retourner à l'époque pour savoir qu'est-ce que la solidarité internationale. Je le sais pas plus, en fait. Je serais prêt de le définir, malgré que j'ai étudié, j'ai fait des stages dans ce domaine. J'ai envie de dire que ça dépend des acteurs, ça dépend dans quel endroit est-ce qu'on va. C'est tellement de choses qui peuvent l'influencer que je pourrais même pas le définir aujourd'hui, en fait. OK. Puis en Haïti, est-ce que vous avez un peu vu la solidarité internationale? Est-ce que vous avez expérimenté? Est-ce que quand vous êtes arrivé là, ça sonne une cloche ou même pas à ce moment-là? Oui, ça sonne une cloche, mais déjà, même surtout pour le cas d'Haïti, on est beaucoup dans du paternaliste et non dans une vraie solidarité puis une coopération complète. Mais vas-y. Non, mais ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, moi, au départ, voir la solidarité internationale, c'est comme si c'était du mécénat. Tu sais, finalement, c'est de l'aide. Tu sais, c'est des pays nantis ou des personnes nantis qui donnent de l'argent, finalement, pour faire le bien autour d'eux, bon, machin. Puis, au fil du temps, ce que je me suis rendu compte, en tout cas, de la manière que je le comprends, c'est que la solidarité internationale, c'est une posture plutôt qu'une activité. C'est une posture dans la mesure où tu abordes la question des inégalités sociales, des inégalités entre pays, avec la lunette de la solidarité. C'est-à-dire, on est solidaires l'un envers l'autre. Dans l'argent qu'on prend, par exemple, des pays du Nord vers les pays du Sud, on le fait solidairement, en prenant en considération qu'on est interconnectés l'un l'autre. Donc, les problèmes que tu vis, nécessairement, au bout de la ligne, je vais les vivre aussi. Et donc, pourquoi pas y aller solidairement avec une certaine fraternité, avec une bonté, oui, mais la solidarité, selon moi, c'est une posture plutôt qu'une activité. T'as-tu une anecdote ou un exemple concret de ce que tu viens de dire? Parce que ça reste quand même assez flou, là. Ce que je veux dire, par exemple, la solidarité, on peut l'avoir, par exemple, avec la relation que les coopérateurs, coopératrices de café, par exemple, la relation qu'ils ont avec l'organisation IRATAM sur le terrain. Okay. Il y a une relation de confiance, il y a une relation de solidarité entre les coopérateurs et l'IRATAM en disant, on sait que le CSI au Québec, il comprend nos besoins, il nous écoute, on est capable de parler, une relation de confiance de long terme qui s'est construite. Puis il y avait une anecdote que j'entends souvent d'Étienne Doyon, qui était le directeur du CSI, qui disait que lorsqu'il est allé en Haïti, bien, il a amené sa machette, là, puis il a clairé des champs, il en a coupé, là, tu sais. Puis les Haïtiens étaient comme « wow », tu sais, quelqu'un qui se salit les mains, tu sais. Mais la solidarité, c'est ça, c'est d'être capable de vivre les mêmes choses, de vivre les mêmes émotions, de créer des liens fraternels, puis c'est pour ça que je dis que c'est une posture plutôt qu'une activité en soi. OK. Puis Rosalie, est-ce que tu vois ça comme ça, toi qui travailles maintenant au CSI? Oui, c'est ça. Ben, ouais, je pense que oui. Moi aussi, je pense que Philippe, c'est un bon exemple que tu dis, c'est une posture. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le fait qu'on est interreliés, puis que nous, tu sais, dans le sens que tous les problèmes un peu, tu sais, en tout cas, maintenant avec les changements climatiques, tous les problèmes que les autres pays vont vivre, nous aussi au Canada, on va les vivre. Puis je pense que la coopération internationale, la solidarité internationale, pour moi, c'est vraiment d'être solidaire de ces problèmes-là, puis aussi par exemple, si on prend l'exemple des changements climatiques, nous, on a quand même une part de responsabilité, c'est les pays des Nord. Puis je pense que la solidarité internationale, c'est un moyen d'essayer de, au moins, être solidaire des problèmes que nous-mêmes, on a créés. Puis, je suis content que tu termines là-dessus. Puis, moi, une problématique que j'ai, c'est qu'il faut aussi qu'on se repositionne sur l'héritage de comment ça se fait que ces pays-là, ils ont des problématiques. Mm-hmm. Puis, c'est là que, quand on va encore plus loin, puis c'est un peu ce que je me suis informé après notre stage, c'est mais comment Haïti s'est rendu comme ça? Parce que on l'a déjà appelé la perle des Antilles, donc jusqu'en 1987. Puis là, on voit qu'on a une plus grosse part de responsabilité. Donc oui, solidarité, mais aussi, on peut remettre responsabilité. C'est ça, en fait. Moi, je suis plus dans la posture de, on a une responsabilité parce que ces pays-là, on peut tous les nommer, mais c'est les pays du Nord, en fait, qui ont beaucoup causé ces problématiques-là. Puis c'est pas vraiment de la solidarité que de la responsabilité. Puis maintenant, affirmer, il faut le redire. Puis on n'est pas dans une posture de « je t'aide parce qu'on a des meilleurs moyens ». Je t'aide parce que c'est un peu de notre faute. Mm-hmm.
Mais je trouve qu'au CSU, on vit bien ça justement parce qu'on va aller s'attaquer aux problématiques, mettons, avec notre partenaire à l'IRATAM. Mais aussi, on a tout un volet de plaidoyer qui se passe au Québec, de plaidoyer, de sensibilisation puis tout. Puis je trouve que ça, c'est un bon moment aussi une bonne manière de prendre notre responsabilité puis d'essayer de faire des changements. Oui, en Haïti, en s'attaquant aux problématiques qu'il y a, mais aussi ici au Québec parce que, nous aussi, on vit des trucs puis nous aussi, on a une part de responsabilité là-dedans, je crois. Moi, j'aime beaucoup où ce que Paul nous amène sur la question de la responsabilité en matière de lutte au changement climatique, parce que ça, c'est mon créneau d'expertise. Il y a le concept qu'on appelle de responsabilité commune mais différenciée. C'est-à-dire, on a une responsabilité commune devant le dérèglement climatique, devant les impacts des changements climatiques, mais cette responsabilité-là, elle est différenciée. En fonction de quoi? Notamment en fonction de la responsabilité historique des pays. C'est-à-dire, les pays du Nord, des pays développés du Nord, ont développé leur économie à partir d'une économie fossile qui a fait en sorte qu'on vit les impacts des changements climatiques d'aujourd'hui, dont les populations vulnérables en subissent les premiers impacts. Et puis, donc, la responsabilité historique, mais aussi en matière de capacité d'action. C'est-à-dire, ce n'est pas tous les pays qui sont sur la même ligne de départ en matière de capacité de faire face aux impacts des changements climatiques. De là, la responsabilité des pays développés de financer des actions de lutte au changement climatique dans les pays en développement. Donc, je suis totalement d'accord. Le fait de verser, par exemple, des montants des pays du Nord vers les pays du Sud pour lutter contre les changements climatiques, c'est pas de la charité, là. C'est pas du mécénat. C'est une responsabilité basée sur la justice climatique parce qu'il y a eu des comment je peux dire, un bris de confiance, puis il doit être réparé, notamment via du renforcement de capacité, du financement. Mais lorsqu'on est capable d'aborder cette question-là avec une posture de solidarité, je pense que là, ça nous ramène peut-être notre cœur à la bonne place aussi. C'est bien puis de voir que tout était relié. Quand ça brûlait dans le nord du Canada, ils ont arrêté le match de tennis à New York. Le changement climatique impacte tout le monde. Donc, d'arrêter de le voir par pays, puis c'est global. Je ne vais pas y aller avec la pandémie mondiale, mais je vais y aller avec la pandémie mondiale. L'idée que cette pandémie, elle a touché tout le monde de façon universelle. Puis on entendait souvent tout le monde dire on est dans le même bateau. Non, on est dans la même tempête. Mais on n'a pas tous les mêmes bateaux, puis il y en a qui avaient des sous-marins. Donc, ça, c'est super important de se le dire. Puis dans tous les problématiques qu'on va vivre, on est tous interreliés. Puis il y a des gens qui ont eu des sous-marins parce qu'ils ont profité de ceux qui ont des petits bateaux, en fait. Ouais. Donc, c'est tout ça, en fait. Fait que la tempête, il faut l'affronter ensemble, puis on doit donner les moyens à tout le monde. Cette idée-là de ligne de départ, je la trouve hyper intéressante parce qu'effectivement, moi, je vous ai amené dans une ligne de départ qui est très, très différente. Quel a été votre premier souvenir quand vous êtes débarqué de l'avion, ou peut-être après votre première nuit, ou après... Puis on s'entend, Paul, t'étais déjà allé en Haïti, tu avais vécu probablement pire que ça, étant donné que tu étais là dans le temps du tremblement de terre, mais quand vous êtes débarqué de l'avion, quand on s'est rendu à l'IRATAM en camion, assis à l'arrière sur des bancs, quand on voyait les falaises à côté, quand on passait, quel a été votre premier moment, votre première vision, justement, de cette nouvelle ligne de départ-là? L'odeur. Moi, je suis arrivé, j'ai fait comme... Ah, le charbon d'Haïti. mais il y a vraiment une odeur particulière en Haïti. Puis pour vrai, donc, tu sens, tu arrives sur le tarmac de l'aéroport parce que tu rentres pas dans le building. Il faut savoir, tu ouvres la porte, puis là, tu arrives sur le tarmac de l'aéroport, puis tu sens Haïti, c'est un mélange de tout plein d'odeurs. Le plomb dans l'air, les déchets qui brûlent, le charbon. Non, mais c'est niaiseux, mais cette odeur-là, moi, quand je suis retourné la deuxième fois, là, j'avais tellement hâte de sentir cette odeur-là. Parce que c'est Haïti. En tout cas, moi... C'est la première chose que j'ai dit quand je suis sorti, j'ai dit Haïti. c'est Haïti. C'est drôle parce que j'étais en République dominicaine, qui est sur la même île. Ça ressemble pas du tout ça. J'ai fait comme... Moi, je m'attendais à ça, je suis comme... Ah non, je suis pas en Haïti. Ouais, c'est vraiment ça. Puis le temps qui arrête aussi. Il y a une chose aussi qui est magique. Quand tu arrives en Haïti, on dirait que le temps, il arrête. Puis pour beaucoup d'Haïtiens, il arrête pour vrai. Et ça, c'est un autre sujet. Mais le temps, il arrête. Puis ça, tu le sens directement. Puis même nous, il y a un stress qui part. Tu sais, toutes nos problématiques d'être vraiment encadré, courir après là, le temps, il a complètement arrêté. Donc, c'est mes deux souvenirs personnellement. J'essaie de me souvenir mais c'est vrai que je trouve que la perspective du temps, ça m'avait quand même marqué de justement comment on, tu sais, j'ai de la misère à mettre un mot là-dessus, mais comment
le sentiment, il est pas pareil. Le temps, on dirait qu'il est comme... Il est pas plus long, mais il s'écoule plus lentement. On a plus de temps pour voir tout. Moi, ça m'avait vraiment marqué la première fois quand j'avais commencé. Tu sais, on avait commencé à aller vers Sainte-Suzanne, vers mon bain crochet en camion. On dirait que c'est ça, comme tout le temps qui s'étire, ça m'avait vraiment marqué, puis ça m'avait comme... En tout cas, ça m'avait donné le goût aussi de continuer à découvrir Haïti, là. Tout à fait. Je me rappelle aussi du temps qui s'étirait alors qu'on revenait dans la camionnette et qu'il pleuvait à 45. Ça aussi, c'était vraiment... C'était un Sur beau la bord des moment. falaises. Puis, Oui, voilà. Avec voilà. la tune I Will Survive là, qu'on avait. Là, mais sinon, moi, un des souvenirs que j'ai, c'est Alexandre qui est à la console, là, mais c'est le premier souper qu'on a eu, on est en train de préparer justement la bouffe, puis l'énergie des Haïtiens et des Haïtiennes qui préparaient la bouffe, puis qui nous accueillaient, puis d'entendre les rires, les chants, on a tellement été bien accueillis, puis ça, ce sentiment-là de proximité, c'est quelque chose qu'on a réussi à aller chercher dans toutes nos relations qu'on a eues avec des Haïtiens et Haïtiennes pendant les semaines qui ont suivi. Mais l'importance aussi de l'accueil, puis peut-être aussi, et c'est intéressant d'amener, en termes de solidarité internationale, on arrive là avec de toute façon, on est blancs, malheureusement. Malheureusement, on arrête. Enlève-moi dans le coupage, Malheureusement, juste nous. Non, mais en fait, l'idée ici était de dire qu'on arrive là, on a un statut, puis même j'ai même entendu des gens dire que, étant donné que même si tu es haïtien, le fait que tu sois à Montréal, tu ne l'es plus. Je suis pas haïtien, je suis un blanc en Haïti. Voilà. Puis en fait, blanc veut dire étranger. Quand un haïtien te dit « regarde le blanc », ça veut dire étranger. Mais il y a des blancs en Haïti qu'on n'appelle pas blancs parce que dans l'histoire que j'ai appris d'ailleurs dans le cours, blanc veut juste dire étranger. Voilà. Fait que je suis un blanc en Haïti. Voilà. Fait que tout ça pour dire, mais c'est quand même, on arrive là avec une posture et ils nous accueillent comme des rois. Ah oui, comment vous avez vécu justement cet accueil-là, de dire, OK, on est accueillis. Je me rappelle les gros barquettes de plein de spaghettis qu'on avait, le griot qu'on avait. Donc, pas mangeable, ça. C'était très bon. Moi, c'était excellent. C'était excellent. Mais c'est ça, on a vraiment été reçus. À chaque fois, on arrivait d'une visite, on avait la bouffe. Comment vous avez vécu justement cette idée-là de dire, nous, on arrive privilégiés et on se fait recevoir justement comme de la royauté? Moi, honnêtement, je m'en suis rendu compte par la suite. Okay. Dans la mesure où tu arrives là à l'IRATAM, puis je veux dire, l'IRATAM demeure quand même une organisation de coopération, une organisation communautaire de base qui est relativement privilégiée en Haïti, dans la mesure où ils ont des relations, par exemple, avec le CSI, par exemple, avec d'autres organisations de coopération internationale au Québec et alentour du monde. Donc, eux ont des ressources pour être capables de nous accueillir en roi. Mais c'est pas vrai là, que partout où est-ce qu'on est allé, là, dans les organisations, on a été accueillis de la même façon. T'sais. Là, c'est après coup que tu t'en rends compte. Ben, c'est ça. Voilà. Fait que tu t'en rends compte que... Voilà. Excusez. Mais ouais, c'est vrai. On n'est pas accueillis partout comme des rois. Bref, c'est ça qu'il faut se rappeler. Voilà. Mais vous, de votre côté, comment vous avez vécu ça, justement, cet accueil-là? Moi, je m'y attendais, là, je suis haïtien, puis peu importe, tu sais, même ici au Québec, les personnes qui sont pas nécessairement fortunées, c'est eux qui vont t'accueillir le mieux parce que ce qu'ils ont, ils veulent te le donner, puis pour eux, c'est super important. Fait que moi, je m'y attendais, en fait. Moi, on dirait que j'avais pas d'attente, mais c'était vraiment apprécié. Puis en même temps, plus que j'ai continué à travailler avec les ratons, plus que je réalise que c'est aussi... Dans le sens que c'est aussi la culture haïtienne qui est comme ça, puis l'accueil, ils sont, dans le sens que les gens sont souvent comme ça, puis c'était vraiment apprécié. Mais j'avais pas d'attente, mais c'était vraiment une belle surprise. Mm-hmm. Puis en termes de solidarité internationale, puis surtout on parle de souveraineté alimentaire, de sécurité alimentaire. On a vu des choses en Haïti, comme par exemple, on a visité des jardins cafés, qui sont des jardins qui vont essayer d'avoir une subsistance sur plusieurs étapes, donc d'avoir du café, mais d'avoir aussi des fruits, d'avoir aussi des légumes racines à l'année. On est allé visiter plusieurs endroits, justement, où on essayait de travailler, de résister au changement climatique qui affectait les différentes cultures. Donc ça, à l'époque, comment vous avez pris ça, comment vous avez vu ça, cette espèce de dire, OK, c'est la première fois que je vois que les changements climatiques qu'on voit chez nous,
comment ils sont perçus là-bas, puis qu'eux doivent mettre en place des éléments pour essayer de survivre, parce qu'on s'entend en Haïti, tu dis, on a une responsabilité. Effectivement, on a créé des monocultures. Donc, on a coupé les arbres, on a fait en sorte qu'il y ait des glissements de terrain parce que les arbres ont été coupés pour faire des monocultures comme la canne à sucre. Donc, comment vous avez vécu ces éléments-là? Moi, je dirais que ça a mis des visages, des mots puis des émotions sur des trucs que autrement on le verrait à travers des statistiques seulement. Tu sais, quand tu entends parler de... Il y a tant d'agriculteurs qui voient leur production agricole décroître, ben, tu sais, je veux dire, OK, bon, c'est plate, hein, 25%, mais je veux dire, quand tu arrives sur le terrain puis tu as quelqu'un que ça fait, je sais pas, 40 ans qu'il fait ça de sa vie, puis qui dit hey, depuis les 15 dernières années, là, j'ai de la misère à arriver. Là. Puis là, je suis obligé de couper mes manguiers qui me donnaient avant les mangues, je suis obligé de les couper pour faire du charbon de bois parce que sinon, je suis pas capable d'envoyer mes petits-enfants à l'école. Et là, tu te rends compte que, OK, il y a des visages en arrière de ça. Puis quand moi, je me ramène dans mon travail que je fais par rapport à la lutte au changement climatique, puis la lutte aux inégalités climatiques, ben, je repense toujours à ces événements-là. En me disant, tu sais, c'est le coopérateur, la coopératrice en Haïti, au Mali, au Pérou, tu sais, qui est en ligne de compte, puis c'est toutes des communautés qui sont affectées. Fait que moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, là, beaucoup. Oui, même chose. Moi, le jardin café, c'est vraiment un élément. C'est ça, je parlais justement je suis avec Étienne Doyon, justement, notre chargé de projet pour Haïti en auto. Puis je parlais justement de ça, comment moi, le jardin café, ça a été tellement un élément déclencheur pour moi parce que j'allais en Haïti sans attente. Comme je disais, j'étais en première année, je me cherchais un peu. Mais voir, c'est ça, ces efforts-là pour lutter contre les changements climatiques avec, on s'entend, oui, tu sais, c'est de la faute, en guillemets, à Haïti parce qu'ils ont coupé les arbres, mais ils ont coupé les arbres pour faire la monoculture par nécessité, par survie. Puis ça, moi, ça m'a beaucoup touché, cette initiative-là de l'IRATAM, que nous, on appuie au CSI aussi. C'était vraiment un élément déclencheur de comment ça... Tu sais, ça, c'est concret pour moi. J'y pense souvent quand je travaille, que moi aussi, au Québec, dans le fond, je peux être solidaire avec Haïti en appuyant des organisations comme l'IRATAM. Ça a vraiment été... C'est un moment que je repense souvent, puis c'est vraiment... C'est comme Philippe dit, mais ça met des émotions, ça met des noms des personnes derrière un peu, là, ces concepts-là. Parce que souvent, surtout... Moi, je travaille ici, je travaille dans un bureau. Nous, on a une approche très décentralisée, là, on va dire, dans le sens que nous, on va rarement sur le terrain au CSI. C'est tous nos partenaires là, qui vont faire le travail, ce qui est en tout cas très, très bien à mon avis. Mais des fois, ça fait qu'on est loin du terrain, ça fait qu'on est loin des personnes qu'on appuie. Donc, j'essaie de penser souvent là, à ces moments-là là, en Haïti. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous amenez, mais je vais encore revenir sur la responsabilité, parce que sans vouloir changer ce que tu dis, quand on dit c'est la faute d'Haïti, il faut aussi comprendre que quand l'Europe est arrivée en Haïti, puis qu'ils ont enlevé tous les Taïnos, les Premières Nations qui étaient là, ils ont exterminé, fait que tout l'héritage de comment faire de l'agriculture est parti. Puis une histoire que j'ai su récemment, il n'y a pas de noix de coco en Haïti, mais ça a été amené par l'Afrique. Donc aujourd'hui, on voit des noix de coco, on pense que c'est normal, mais tout l'héritage qu'on a amené à un peuple à un endroit qu'ils ne connaissaient pas, puis on leur a dit, ben maintenant survivez. Fait qu'ils ont refait ce qu'ils connaissaient en Afrique, puis ils l'ont refait ici, puis ça n'a pas fonctionné. Donc, quand on parle de responsabilité, ça va jusqu'à là. Ça va jusqu'à là. C'est la responsabilité, c'est qu'on a perdu la mémoire des Premières Nations qui savaient où il fallait aller, comment cultiver la terre. Surtout les Taïnos, c'était vraiment un peuple qui était un peuple d'agriculteurs. Donc, ça va jusqu'à là, en fait, dans notre responsabilité. Bien, sans compter aussi que même si Haïti, puis ça, on l'a vu là-bas, on l'a senti là-bas, il y a une résilience incroyable. Puis il y a une résilience aussi, on l'a vu, on l'a senti du fait qu'en même temps, il y a une espèce de fierté du fait qu'ils ont été les premiers à accéder à leur liberté, à leur souveraineté en termes d'État en 1804, très tôt, mais qu'on leur a fait payer un tribut de la part de la France. Donc encore là, il fallait qu'ils survivent justement avec cet élément de responsabilité-là. C'est un peu ça aussi que tu amènes. Tout à fait, tout à fait. Et ils l'ont payé. Puis ensuite, c'est les États-Unis qui l'ont charmant fait payer par la suite. Donc oui, quand on parle de responsabilité, puis que ça traîne, ça va jusqu'à là, en fait. Puis peut-être pour clore ce segment-là sur justement comment vous avez vécu l'expérience puis comment vous le voyez, est-ce que vous avez en tête une personne ou une citation qui encore aujourd'hui vous reste? Est-ce qu'il y a peut-être même un apprentissage qui est là puis qui est indélébile de cette période-là? Moi, je la nomme tout le temps, la citation. On venait d'arriver, c'était à Sainte-Suzanne en haut.
On a demandé, j'oublie c'est quoi son prénom, monsieur qui nous avait accueillis. C'est la main les mains? Pardon? Ah, je pensais que c'était celle des mains. Non, c'est... tu sais, on avait passé quelques journées en Haïti, puis on lui a demandé, puis ça fait des années qu'il faisait ça, on lui a demandé, mais est-ce que tu penses qu'un jour que Haïti va changer, va sortir des problématiques qu'il vit? Pourquoi tu te bats encore? Je me rappelle, j'ai posé cette question-là, puis il a répondu, en fait, tu mènes pas une bataille parce que tu penses que tu vas la gagner, tu mènes une bataille parce que tu penses qu'elle est juste. Je la sors tout le temps, encore aujourd'hui. Ça m'a marqué. Parce que c'est vrai que, surtout dans ce qu'on va faire plus tard, puisque ce que nous, on fait par rapport à la solidarité, on plante des arbres, on ne verra jamais la forêt. Donc, l'idée, c'est de savoir que tu ne fais pas quelque chose en pensant que tu vas gagner ou que tu vas triompher, mais tu le fais parce que tu penses que c'est juste. Puis à partir de là, ça donne tout son sens à tout ce qu'on fait parce que c'est difficile dans l'humanitaire parce qu'on ne voit jamais le résultat, en fait. Puis c'est difficile de voir le résultat parce que c'est sur du long terme. Donc, par rapport au changement climatique, ça m'étonnerait que ce soit le résultat, mais bon, mais tu comprends, on se croise les doigts, mais tu comprends, c'est des batailles comme ça, en fait. Fait que moi, ça m'a marqué, puis je le nomme tout le temps, en fait. Moi, j'ai pas de citation en soi, plutôt que tu sais, des visages, des noms. Tu sais, Babette, qui était notre cuisinière. Tu sais, je veux dire, moi, quand je pense à Haïti, c'est toujours à ça que je pense. Là. Tu sais, je veux dire, ça a été notre maman pendant 3 mois, puis elle prenait soin de nous, puis je veux dire, elle nous a toujours fait des super bons plats, puis on jouait aux cartes avec elle, puis on regardait des films ensemble. Puis, moi, c'est surtout dans l'émotionnel plutôt qu'une citation ou quoi que ce soit. Moi, j'en retire des relations, des relations fraternelles, beaucoup d'émotions, puis de l'amour au sens large. Là, fait que moi, c'est plus ça qui m'a marqué. Là. Ouais. Mm-hmm. Ouais, moi, c'est ça. Moi, je me répète, mais c'est beaucoup. C'est sûr que là, je travaille au CSI, je travaille comme en tant que professionnelle avec l'IRATAM. Fait que c'est sûr que j'associe beaucoup, tu sais, la première fois que j'ai rencontré l'IRATAM, tu sais, leur projet, c'est beaucoup ça qui m'a touchée, tu sais, c'est pas un moment en particulier, mais c'est vraiment, ça m'a vraiment donné le goût, puis ça m'a donné un peu une ligne à suivre, tu sais, pour le futur, où est-ce que je voulais enligner ma carrière. Fait que pour moi, je pense beaucoup à, pas un moment en particulier, mais plus comme à notre visite à l'IRATAM, comment ils nous ont accueillis, comment ils nous ont expliqué les projets, puis comment les liens qu'ils font avec les coopératives. Moi, ça m'a beaucoup inspirée, puis je réalise que ça m'a quand même mené dans ma carrière. Tout à fait, tout à fait. Donc, je vous dirais, sur ce bloc-là, on va prendre une petite pause.